6 mois après la tenue de la présidentielle au Togo, c'était le 22 février dernier, l'opposition togolaise semble aujourd'hui à la croisée des chemins. En tout cas, elle est en train de chercher ce chemin, le véritable chemin qui pourrait mener vers l'alternance qu'elle a tant rêvé, qu'elle a promis aux populations et qui, jusqu'à présent, peine à être au rendez-vous, ce qui provoque une certaine désaffection au niveau des populations. On va essayer de comprendre pourquoi cette situation, comment redonner un nouveau souffle à cette opposition. C'est avec notre invité d'aujourd'hui, le docteur Ekwe Foli Gada. Bonsoir, docteur Foli. Bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs. Merci d'être notre invité. Vous êtes politologue, conseiller spécial du président de l'Union des forces de changement. Première question, en présentant la situation de l'opposition tout à l'heure, est-ce que vous aussi, vous ressentez, j'allais dire, cette léthargie dans laquelle se retrouve l'opposition togolaise aujourd'hui? Bien, je dirais que, parlant de l'opposition togolaise, je ne me vois pas comme un sujet externe. D'autant que nous appartenons à une formation politique qui est juridiquement, légalement et politiquement de l'opposition. Oui. Et nous vivons l'opposition, les affres, les malheurs, les heures, les malheurs de l'opposition tout le temps. Donc nous sommes peut-être dans un exercice compliqué d'autocritique, mais aussi de bilan ou bien d'inventaire. Je partage votre avis que l'opposition togolaise vit une certaine léthargie, j'ajouterais apparente. Parce qu'en politique, vous le savez, lorsque rien ne se dit, rien ne se fait, c'est que tout se fait sous le boisseau. Oui. Tout se fait en off, comme on dit. Et la vie de l'opposition togolaise durant la 4e République, je crois qu'elle constitue une école, d'abord pour nous, en tant que chercheurs, et pour nous, en tant que politiques. Moi, je diviserais cette 4e République en 3 phases, si vous permettez. Oui. Il y a eu la première phase des révélations tumultueuses de la pépinière, 90, 91, 92, où plusieurs leaders se sont manifestés. Oui. Ensuite, il y a eu la phase des tentatives de monopolisation, les monopoles. Il y a eu un début de monopole avec le maître paix à son âme à Boibo, Yaovi, qui a connu un chevauchement avec Edem Kodjo. Après leur épisode de 94, que vous connaissez très bien, il y a eu la révélation du monopole de Gilchrist Olympio, qui est demeuré sur la scène jusqu'aujourd'hui. Et je crois que c'est le seul dinosaure qui est toujours quand même en vie, puisque, vous le savez, et mieux que moi, on a connu des décès récemment. Et le monopole de l'UFC a été un monopole structurant de toute la vie de l'opposition togolaise. En ce sens que de l'UFC vont surgir de nouvelles formations politiques, et non seulement des formations politiques, mais des tendances politiques. Quand je prends la tendance de l'ANC, en fait, ce n'est pas qu'une formation politique, c'est une tendance. Il y a eu le NI qui est sorti de l'UFC. Il y a eu des anciens de l'UFC comme les Aimé Gogué, n'est-ce pas, qui ont créé d'autres partis politiques. Et la situation politique de l'opposition a donné des idées. Et on a eu des partis d'opposition très dynamiques, comme le NET, un parti sui generis, très particulier, très dynamique, très jeune. Et l'opposition s'est éclatée. Avec l'accord que l'UFC a signé avec le RPT, s'est éclaté. Il y a eu le retour aussi d'Agbeome Kodjo, qui s'est constitué en parti d'opposition, qui en 2012 a déclaré qu'il veut faire une opposition différente, une opposition constructive, une opposition plus modérée, une déclaration officielle dont le texte existe. Il y a eu l'épisode du CST, les tentatives de regroupement après la révélation du monopole de l'UFC. Après l'accord, à partir de 2010, on assiste, il n'y a plus de monopole unipartite. On assiste à des tentatives de regroupement monopolistique. Il y a eu l'Arc-en-Ciel, il y a eu le CST, ensuite il y a eu le CAP 2015, ensuite il y aura
la C14. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu ça. Il n'y a plus de personnalité comme avant sur la scène qui soit restée incontestée pendant plusieurs années. Gilchrist Olympio a été contesté lorsqu'il a signé son accord. Jean-Pierre Fabre, après quelques années seulement, a été contesté par son propre électorat, par l'électorat d'autres partis. Et après la débâcle de la C14 et la débâcle des élections de février 2020, sa cote a complètement chuté. Donc, du coup, nous sommes à la chefferie de file de l'opposition. Mais l'UFC est contesté par beaucoup de partis d'opposition qui constituent des courants. Parce que l'UFC a mis au goût du jour un langage politique oppositionnel qui est différent, qui est nouveau. Un parti d'opposition qui est au gouvernement, un parti d'opposition qui a des préfets, un parti d'opposition dont le chef peut appeler le chef de l'État, ils discutent, ils prennent des décisions quelquefois ensemble. Un parti d'opposition qui, étant au gouvernement, se retrouve au Parlement. Donc, plusieurs se posent des questions. Est-ce que c'est encore de l'opposition? Nous disons oui, que nous sommes un parti d'opposition, et comme les autres, et nous avons amorcé une nouvelle page de la vie politique du Togo. C'est ce que moi j'appelle la page de la réconciliation nationale, qui devait commencer par la réconciliation des deux grandes familles, dont la révélation a bouleversé, a écrit l'histoire du Togo. Les indépendantistes au cœur, les Olympios, avec toutes les autres familles qui sont autour, et le regroupement autour de la famille Nassimbe, qui a gouverné le pays, qui continue de gouverner. Il fallait à un moment donné que ces deux familles se réconcilient, que les têtes se réconcilient. Et moi, je crois, et cela n'engage que moi, que cet effort de rapprochement qui est à louer n'a pas encore eu des conséquences d'élargissement, ne s'est pas encore élargi sur l'ensemble de la population. Et je crois que nous sommes dans cette phase-là, réconciliation entre les Togolais. Léopold Ninevi avait dit au début de l'aventure démocratique, démocratie d'abord, multipartisme après. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, avec la profondeur que l'histoire nous a offerte, je crois qu'il faudrait peut-être aujourd'hui ouvrir la page d'un autre slogan. Réconciliation d'abord, compétition après. Réconciliation d'abord, compétition après. C'est ainsi que je résume un peu ma petite analyse de la situation de l'opposition togolaise. Je vais partir sur votre dernière phrase, réconciliation d'abord, compétition après. Mais vous savez, quand vous prenez le cheminement que vous avez décrit tout à l'heure depuis les années 90 et ceux qui ont marqué l'histoire politique de ce pays, on connaît leurs tendances, on connaît leur ligne qui était une ligne très dure et c'était cette ligne qui était plutôt fédératrice. Comment vous voulez arriver aujourd'hui, et on le voit, ça ne marche pas, à faire comprendre aux gens ce changement de paradigme? C'est ça notre chemin de croix. Et la tentative douloureuse de corriger des erreurs du passé. Ça prendra le nombre d'années que ça prendra. La vie est infinie. Et chacun doit battre sa coulpe. Et vous savez, l'indépendance du Togo même aujourd'hui est problématique. Ne fait pas objet de consensus. Hier, c'était l'anniversaire de Sylvanus Olympio. Il aurait eu 118 ans hier. 118 ans hier. Paix à son âme. Et ils ont fait un grand travail pour que le Togo naisse. Malheureusement, ce travail est toujours incompris et contesté. Pire, c'est contesté. Vous voyez déjà que nous sommes en 60, il y a une partie qui a voulu la fin de la tutelle, qui a voulu l'indépendance, et une partie qui a voulu que le Togo restât dans la communauté. Vous voyez déjà l'émergence d'une nation divisée depuis l'indépendance. Et ça, c'est un peu à l'image de ce qu'ont été toutes les autres nations. Vous prenez l'histoire de la Guinée, en tout cas toutes les autres nations ont eu un peu cette histoire
Sauf qu'après, les choses ont semblé un peu se redresser, mais dans le cas Au du Togo... Togo, non. Il y a une radicalisation extrême des positions, parce que je crois que tout ceci est dû aux frustrations qui n'ont pas été, qui n'ont pas connu une compensation proportionnelle. Des gens qui ont été frustrés pour obtenir l'indépendance se retrouvent 2 ans, 4 mois, 9 jours après, spoliés de l'indépendance, relégués à la périphérie du pays, en exil. Je discutais de temps en temps, la dernière fois, avec l'un des secrétaires du président Gilchrist Olympio à Paris, qui me disait que lui, par exemple, ce n'est qu'après la signature de l'accord en 2010 qu'il a pu avoir un document togolais. Oui, et ils sont nombreux comme ça, qui n'ont jamais été togolais depuis que le coup d'État a eu lieu. Vous voyez, il y a tout cela qui n'a jamais été réparé. Et du coup, le Togo, c'est différent du Mali. Et ceux qui ont lutté pour que le pays naisse, qui se retrouvent en périphérie, et ils continuent de réclamer une certaine justice. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la vie dure de la tendance radicale. Alors, quand nous disons que nous devons nous réconcilier avant toute compétition politique, Monsieur Yangoui, vous savez très bien que le politique est clivant, est conflictueux. Et à cause de la politique, la mort frappe à la porte. La mort politique est mort. Destruction, c'est 2 pas. Et nous allons à des compétitions électorales pour désigner ceux qui auront la boussole de l'État. Donc, qui vont disposer de l'armée, de l'administration, de la diplomatie, de l'économie, de tout. Dans un contexte où il y a un contentieux primordial non résolu. Je serai à la place du tenant du pouvoir. Je manipulerai les instruments de telle façon que personne ne me substitue. Je vous le dis de cœur ouvert. Parce que tant que la réconciliation n'est pas faite et que des garanties d'une vie de famille dans le territoire ne sont pas posées et ne sont pas satisfaites, je ne lâcherai pas le pouvoir. Alors, dans ce contexte, comment voulez-vous que des élections soient propres? Comment voulez-vous que les tendances de confusion ou de manipulation des élections soient minorées? C'est impossible. Comment voulez-vous que l'élection nous arbitre, l'élection devienne l'outil d'arbitrage? C'est impossible. Gilchrist Olympio et Faure Gnassingbé ont compris le fa du Togo, c'est-à-dire le destin du pays. Ils ont compris qu'il faut qu'ils se réconcilient et que cette réconciliation vienne jusqu'à la base. Une fois que nous sommes réconciliés, que nous sommes pardonnés, plein de Togolais sont des musulmans, sont des chrétiens. Que dit le Christ? C'est l'amour. Et ceux qui se réclament même de ce qu'on appelait l'Ancien Testament, dans Lévitique, vous le trouvez très bien. Vous ne ferez point de mal aux enfants de votre peuple. Et nous sommes du même peuple. Alors, quand nous mettons la compétition entre nous sur des questions qui nous envoient vers la mort, alors que nous ne sommes pas réconciliés, nous creusons le tour de la mort du pays. Du coup, je ne trouve pas d'autres alternatives à la réconciliation au Togo, au pardon et à la restitution. Et tant que ceci n'est pas fait, les compétitions électorales ne seront pas amicales. Elles ne seront pas pacifiques. Vous avez rappelé cette page de l'histoire, 2010, la signature de l'accord EPT-UFC. On s'imagine qu'avant cette signature, il y a eu en amont des discussions entre les 2 personnalités qui ont compris le sens de la réconciliation. Mais comment est-ce qu'on explique le fait que ça n'ait pas réjailli sur la base? C'est ça le hic, parce que 2 leaders se réconcilient, c'est une très bonne chose, et ce sont 2 leaders qui drainent des foules derrière eux. Mais finalement, quand vous voyez dans les faits, vous n'avez pas l'impression que cet accord a laissé une empreinte sur la base. Vous voyez, Dieu aime beaucoup le Togo. Voilà, le chef de l'État, il tient le pays. Ouais, monsieur Gilchrist Olympio, 7 députés. Un chef de file d'une opposition qui est plurielle. 7 députés seulement. Je crois que Dieu nous donne encore du temps
pour que le Togo comprenne que la phase ouverte par ces deux grands, j'emploie des termes de géopolitique, États-Unis, Russie, les deux grands du Togo, la phase qu'ils ont ouverte soit comprise de tous. Si nous avons, voilà, la réponse à votre question, c'est qu'il y a eu des contestations de cet ordre. D'abord à l'intérieur de l'UFC. Mais je ne dirais pas des contestations à l'intérieur du RPT, parce qu'il y en a eu. Et il y en a toujours. Il y en a toujours. Et en dehors de l'UFC, la pluralité politique du pays a semé une pluralité de comportements vis-à-vis de cet accord. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de leadership de la part des deux? Parce que quand vous le dites, il me vient à l'esprit Nelson Mandela, qui a réussi aussi une sorte de réconciliation avec les anciens bourreaux. Bien sûr, l'histoire ne le rappelle pas souvent, mais il a été très contesté à l'intérieur de l'ANC, mais il s'est imposé. Et aujourd'hui, on a une Afrique du Sud arc-en-ciel. C'est pas ce leadership qui a manqué un peu ici? Aux deux hommes, je veux dire. Nous avons connu un petit malheur. C'est la contestation au sein de l'UFC. Ça a détruit beaucoup de choses. Le leadership, c'est vrai, vous avez raison. Il y a eu une carence de leadership. Et lorsque l'UFC a connu sa fracture sur l'incompréhension ou le manque de consensus sur la politique idéologique nouvelle, ou plutôt l'idéologie politique nouvelle, il n'y a pas eu des défenseurs de la ligne prise. Parce que c'était tel que défendre l'accord du côté de l'UFC, c'était comme défendre le RPT. Défendre l'accord du côté du RPT, c'était comme défendre l'UFC. Mais je veux dire ceci. Ceux qui ont combattu l'accord, qui sont des partis politiques, qui sont nos frères, qui avaient une autre idée, je veux leur dire qu'ils sont des acteurs mineurs. Leur déterminisme ne sera pas important dans cette conjoncture. Il faut connaître les cycles des nations. Nous sommes rentrés dans un cycle où il y a deux grands qui doivent se mettre d'accord pour orienter la structuration de la vie politique. Les autres acteurs deviennent des acteurs mineurs qui, s'ils comprennent le sens de l'histoire, vont accompagner ce que les deux grands ont fait. On a manqué cela. Je le dis toujours, je le dirai toujours, que les acteurs politiques prennent conscience. Parce que les personnes qui continuent de pourfendre cet accord, le profanant, le prenant pour une affaire de partage de prébende ou de biens matériels, d'argent, ils se trompent. Ce qui s'est passé dans la chambre à Saint-Egidio, à Rome, c'est historique, entre le président Faure Gnassingbé et le président Guy-Christ Olympio. S'ils ont pu se parler, se pardonner, je ne comprends pas pourquoi les autres acteurs que je dis, qui sont des acteurs mineurs, ne peuvent pas comprendre cela et se mettre d'accord. Et il y a beaucoup de partis d'opposition qui ont compris aujourd'hui. Le maître Agbouebo fait paix à son âme quand avant de partir, il a dit des choses. Il dit que non, il faut que le pays soit pacifié. Il faut que l'opposition politique change de visage. Et que les oppositions soient de l'ordre du technique. Construisons une maison ici, un hôpital ici, je dis non, vous dites non. On se bagarre sur des questions techniques. Mais sur des questions politiques qui doivent mettre en place le soubassement de l'État. Nous devons être d'accord à un certain niveau de l'État. C'est ça l'esprit de l'accord UFC-RPT. Je déplore par ailleurs le fait que les communicateurs du RPT devenus UNIR ne défendent presque jamais cet accord. Je déplore ça. Et c'est un coup d'œil que j'envoie. Nous sommes des véridiques. Nous disons la vérité. Nous ne cherchons pas de l'argent. Nous cherchons rien. Nous voulons que le Togo rentre dans son destin avec tous ses fils autour d'un consensus politique national. Et c'est le travail que, en tout cas, moi, j'ai reçu de la part du patron. Et nous sommes en train de défendre la réconciliation. Et nous disons que le travail qui a été fait par le grand sacrificateur Barriga, ce travail doit être approfondi et consolidé. Et les conséquences positives de ce travail doivent rejaillir sur tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire sur la démarche que nous
nous prônons. Parler avec les partis d'opposition, on peut le faire aujourd'hui. Nous parlons avec tout le monde. Avant, c'était presque un par jour. Aujourd'hui, on le fait. Les choses changent. Et les choses doivent changer pour que le Togo retourne dans les rails de son destin. Pays central de l'espace ouest-africain. Moi, je dirais même puissance agricole, puissance économique et pourquoi pas puissance militaire. Nous en avons les moyens. Mais s'il y a toujours de la division sur le plan politique entre les acteurs, nous n'y arriverons jamais. Mais vous n'avez pas aussi l'impression qu'on en a pour vraiment très longtemps avant de parvenir à cela? Tant que les cœurs n'accéderont pas à la bonté du pardon, de l'amour, nous tournerons en rond. Nous l'avons vu dans l'histoire. Et les Israélites devaient faire combien de jours? Une quarantaine pour entrer dans la terre. Ils en ont fait 40 ans. On les a fait tourner en rond parce que les cœurs n'étaient pas prêts pour posséder la terre promise. Tant que le cosmos fonctionne comme ça, le temps est infini. Hein. D'autres générations viendront. Les gens disent que tel leader devait prendre le pouvoir en telle année selon les arcanes, selon le phare, selon d'autres, les projections. Mais il y a eu un événement qui a changé les prophéties. Et la vie continue, on continue, les acteurs continuent. Et tant que nous n'aurons pas accédé à l'idée du pardon, de la réconciliation, que Faure Gnassingbé continue de, régenter le pays techniquement. Parce que s'il s'en va, Guy Christ Olympio s'en vont, cette phase de réconciliation qui est offerte au Togo, un Togo qui connaîtra une alternance sans le sang, sans la brutalité, par l'acte de ces deux hommes, nous pouvons perdre cette phase. Qu'est-ce qu'ils décideront en haut? Ceux qui gouvernent la terre, ceux qui gouvernent les nations. Il y a des gens qui gouvernent les nations, qui contrôlent notre histoire. Que les Togolais reviennent et que nous puissions nous comprendre, afin que chacun ait ce qu'il doit avoir. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent, par exemple, ce discours que vous tenez là, parce que c'est très rare de les entendre. Quand vous avez des gens sur le plateau, moi j'en reçois des dizaines et des dizaines, ça fait longtemps. Le discours, il est toujours stéréotypé, c'est le même. Ces gens sont mauvais, ils sont ci, ils sont ça, ils font mal. Si nous on vient, on va faire bien. Mais des gens qui font cette analyse pour dire notre histoire, elle est dépendante de ci et de ça. Nous devons agir comme ci et comme ça. Je veux dire, on n'en a pas finalement. Hein. On n'en a pas beaucoup. Est-ce que ça aussi, ça ne crée pas cette incompréhension, ce manque d'adhésion de la base à cette démarche-là? J'adhère à votre analyse. Et nous espérons, j'espère que vous espérez avec moi, que ce genre de raisonnement puisse trouver beaucoup de caisses de résonance. Et que ce genre de discours soit amplifié. Et qu'avec le temps, la patience, nous y arrivions. Et que dois-je vous dire plus? Que dois-je vous dire plus? Voilà. J'aimerais finir les quelques minutes qu'il nous reste en vous interrogeant sur Gilles Christ Olympio. Ça fait quelques mois qu'il est absent du pays. C'est le chef de file de l'opposition qui est à Faune. C'est vrai. Il ne parle pas beaucoup. Il ressemble à quelqu'un. Les deux grands ne parlent pas beaucoup. C'est vrai, il observe beaucoup. Et il se porte bien, quand même. Quand vous parlez avec lui, il est toujours là. Moi, je me rappelle de la fraîcheur de 2012, quand je l'avais rencontré. Et il me citait des ouvrages, des maisons d'édition des années 1900 avec précision, puisqu'il a été élève de Karl Popper, le père du falsificationnisme. Donc, ce n'est pas quand même n'importe qui. Et il est là. Et on lui souhaite, comme on souhaite aussi à l'autre grand, une bonne santé, une bonne vie, que la mission qu'ils ont reçue puisse l'accomplir. Un peu affecté par le départ de ces autres aussi, Maître Agboibo, Edem Kodjo, entre autres. Tout à fait. Il avait manifesté une tristesse lorsque la nouvelle est parvenue. C'est d'ailleurs eux de Paris qui nous ont informés avant que la presse ne prenne. Et une grande tristesse, et parce que de temps en temps, ils se parlent. Ils se parlent avec Léopold Ninevi,
professeur, de temps en temps, de petites visites, ils se parlent. C'était finalement les grands opposants devenus modérés parce qu'ils ont compris que la casse, la destruction ne fera du bien à personne. Et il est le seul, peut-être aujourd'hui, avec son âge, qui est resté. Oui. Et moi, je souhaite que nous revenions à de meilleurs sentiments pour soutenir quand même cet homme et pour soutenir l'acte qu'il a posé. Parce qu'on continue de le pourfendre. Pour nous, c'est une souffrance. Parce que plus que ce qu'il a fait, je sais pas, il a 9 balles dans son corps. Et il y a des gens qui n'ont jamais plus de balles. Mais il a pu pardonner. Il a pu pardonner. Et il a pu tendre la main. Voilà. Et c'est un homme que moi, j'admire beaucoup. Et j'espère que son action, conjuguée à celle du chef de l'État, et conjuguée aux efforts des prélats, notamment de l'Église, ou des hommes de bien, vont nous aider à corriger les erreurs des années 60, des années 50-60. Nous aider à reconstituer, à réconcilier ce pays. J'ai de grands espoirs, en fait. Oui. J'espère. Je crois que vous espérez aussi. Oui, on espère. On est Togolais obligés d'espérer meilleur lendemain. Est-ce que sa barque politique se porte bien? Nous avons de temps en temps des secousses. Oui. Le patron n'aime pas trop les vagues. Oui. Et parce que vous savez que les vagues ne font pas du bien. Et l'UFC aujourd'hui est traversé par beaucoup de tendances. Nous ne pouvons pas le nier. Nous ne pouvons que dire la vérité. Et cette tendance qui s'entrechoque. Et il y a beaucoup de frustrés, et il y a beaucoup de mécontents, ceux qui ont souffert pour aujourd'hui n'avoir rien eu, et parce que les collaborateurs très proches du président, certains, usent de leur position pour empêcher que certaines petites justices interhumaines adviennent. Vous voyez? Et ça frustre beaucoup de militants, et notamment à la sortie de M. Aïk Koman il y a quelques jours, peut être comprise dans ce sens, et ça fait mal. Peut-être on aurait souhaité qu'il ne fasse pas une lettre ouverte, une lettre directement adressée au président national, qui sera attentif à tout ce qu'il a dit, mais l'homme propose, les dieux disposent. Docteur Ekwe-Foli Gada, merci d'être passé répondre à nos questions. Je vous en prie. Vous êtes politologue et conseiller spécial de Gilles-Christ Olympio, le président de l'Union des forces de changement. On va passer tout de suite à la pause et après le journal, on sera ensemble pour Regard croisé.